Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière dont on a pour travailler avec Batocera. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être que vous-même, grâce à cette technique, vous allez pouvoir devenir acteur du projet. Il n'y a pas besoin d'être développeur, il y a besoin d'être utilisateur bien souvent. Évidemment, si vous êtes développeur, traducteur, si vous avez des capacités à dessiner, à faire des thèmes, tout ça, vous pouvez contribuer de différentes manières au projet. Donc le titre de la vidéo, c'est La cathédrale et le bazar, alors en 2023. Cathédrale et le bazar, c'est un livre qui a été écrit par Eric Remons, donc il y a 25 ans. Et 25 ans après, c'est le choix que fait Batocera, c'est un peu le pourquoi Batocera existe. C'est une rupture de la façon de travailler, et donc notamment qui va dynamiser énormément, qui a dynamisé déjà énormément le projet. Voilà, donc j'ai mis en sous-titre la dynamisation d'un développement informatique à travers une communauté. Voilà, on va voir ce qu'explique Eric Remons et comment on l'a mis en place sur Batocera. Donc de quoi parle-t-on? Alors Batocera Linux, donc c'est le projet que vous suivez. Donc la distribution pour jouer au jeu à travers des émulateurs principalement. Également Wine, qui n'est pas directement un émulateur, mais d'une manière générale pour jouer aux jeux vidéo, voilà, pour transformer un PC en console de jeu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire que Batocera est extrêmement dynamique comme projet? Alors d'abord le nombre de contributeurs. Alors, on a les contributeurs directs au code, donc à peu près une vingtaine. Voilà, c'est pas forcément facile de calibrer. Il y a des gens qui viennent, qui partent, qui sont absents pendant 6 mois, qui reviennent qui reviennent au bout de 6 mois, après, un an. C'est très variable. Voilà, donc on n'a pas un nombre fixe de contributeurs, mais on a un certain nombre de contributeurs directs au code. On a également tous les gens qui sont contributeurs, alors soit à travers des traductions, c'est pas directement le code, et soit à travers on va dire, soit des tests, mais vous allez voir, c'est pas forcément des tests poussés. Au moment où on sort une version sur Batocera, on fait pas de tests. On va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait aussi que Batocera est dynamique? On a plusieurs versions par an. Donc on fait des versions à peu près tous les 3 mois, c'est pas très précis. On va voir qu'il n'y a pas de planning, il n'y a pas d'agenda, il n'y a rien du tout. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la prochaine version, encore moins dans celle d'après. C'est voulu, c'est la cathédrale et le bazar. On explique ça après. C'est le bazar même, exactement. Alors le bazar en français, ça a une connotation très négative. Ici, c'est plutôt du positif, on en reparle après. Stabilité forte, on va voir comment cette méthodologie proposée par Eric permet d'avoir une forte stabilité sur le projet, ce qui est particulièrement difficile sur un projet comme Batocera, puisque il y a pratiquement autant de PC que de personnes, donc chacun a sa configuration, chacun a son matériel, et au-delà du matériel, chacun a ses usages. Il y a énormément de configurations possibles, des thèmes différents, des langues différentes, et des périphériques différents, différentes manettes, différents pistolets, tout ce que vous voulez. Donc c'est assez compliqué de pouvoir tester tout ça en fait. C'est-à-dire que si on voulait automatiser les tests comme ça se fait sur certains projets, ça serait très compliqué. Et alors, oui c'est stable et oui il reste des centaines de bugs. Alors pas forcément des bugs liés au projet, il y a des bugs liés au projet qu'on connaît, qu'on essaye de résorber petit à petit. Il y a également plein de bugs qui ne sont pas forcément liés directement au projet, typiquement les bugs qu'il y a sur les émulateurs. Bon, voilà. Le but, c'est que ça marche quand même plutôt bien. Voilà. Après, c'est pas parfait, et ça sera probablement jamais parfait tellement c'est en mouvement. Donc ça, je l'ai déjà dit. Un large périmètre de matériel supporté et de fonctionnalité. Voilà. Donc l'homme du match. Donc mon livre de référence personnellement, alors sur Batocera et pas que en fait, c'est un livre que j'essaye d'appliquer un petit peu partout sur les projets où je passe, professionnellement ou dans le cadre de mes projets. Donc c'est un livre qui fait une vingtaine de pages, qui est traduit dans différentes langues, qui est disponible gratuitement. Vous tapez le titre
dans votre moteur de recherche favori et vous le trouverez en version HTML, PDF ou ce que vous voulez. Donc au-delà d'un livre, on appelle ça un essai, parce que c'est assez court et parce que c'est comme ça exactement que c'est défini. Et ça fait qu'une vingtaine de pages. Si on résume, ça dit que en fait, ça met en opposition ce qu'on appelle la cathédrale et le bazar. La cathédrale, c'est la manière dont on fabrique les logiciels de manière assez courante et généralement dans le commerce. C'est-à-dire que si vous prenez Word, il y a une version tous les ans par exemple, et on planifie ce qu'on va faire, on planifie quand est-ce qu'on va sortir cette version, on se tient à son calendrier, on se tient aux fonctionnalités qu'on a dit, et on va faire un maximum pour pouvoir sortir cette version dans les temps avec les fonctionnalités prévues. L'approche bazar, elle est très différente. C'est qu'il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'agenda, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va être beaucoup guidé par la motivation des développeurs, donc ça s'applique principalement dans du logiciel libre, mais pas que, on peut l'utiliser aussi professionnellement. Voilà. Alors des utilisateurs et la motivation en fait aussi des utilisateurs. On va voir comment, mais l'idée de base, c'est que on va releaser souvent. Et quand on dit souvent sur Batocera, alors c'est tous les 3 mois. Ça permet en fait, le fait de releaser tous les 3 mois, ça permet finalement quand on a des anomalies, de se dire qu'on ne l'avait pas 3 mois avant. Et donc finalement, ça sera sur soit du code qui est récent, mais en tout cas, ça ne sera pas sur du code qui a 1 an ou 2 ans si on sort une version tous les 2 ans. Le pire quand on sort une version tous les 2 ans, c'est que je travaille sur suite à une version, je travaille sur une évolution. Donc typiquement quand je travaillais sur Recalbox, suite à une version, j'ai travaillé sur le port du XU4. La version de Recalbox qui est sortie après et qui a permis aux utilisateurs de faire des retours, c'était 1 an et demi après. Alors j'étais plus sur le projet, mais 1 an et demi après, se souvenir de ce qu'on avait fait 1 an et demi avant pour pouvoir corriger, on n'est plus dans le match. Et donc ça c'est une des idées fortes du bazar, c'est qu'en fait on prend les sujets à chaud, ceux qui ont le plus de mérite et ceux pour lesquels on a le plus de motivation, c'est-à-dire que on a éventuellement un utilisateur en face qui va pouvoir tester dans les bonnes conditions, etc. Ça aussi, c'est un élément important, c'est que quand on travaille en mode cathédrale, il y a un utilisateur qui poste un ticket, il dit tiens j'ai un bug, 1 mois après il y a l'utilisateur, le développeur qui va corriger, il va essayer de se remettre dans les conditions de la problématique, essayer de reproduire le bug, il va y arriver, il ne va pas y arriver, il va y passer un certain temps. Il va vouloir demander une info à l'utilisateur, il va le faire. L'utilisateur ne va pas forcément répondre dans la foulée parce que au moment où ça se passe, l'utilisateur est peut-être plus disponible. L'idée vraiment dans le bazar, c'est de répondre à chaud. Moi, il y a un mec qui me parle et on privilégie du coup du Discord ou du Dynamic. Il me pose un problème, je regarde si je peux corriger dans la foulée et si lui peut tester dans la foulée en fait. On va vraiment privilégier ce qui est dynamique et ce qui peut être fait rapidement. Un développeur, du coup, va passer beaucoup moins de temps à essayer de reproduire un bug et il va avoir le support de la personne qui a eu le souci, en fait. Et c'est en ça qu'on fait des utilisateurs des contributeurs. Au-delà des versions qui sont disponibles tous les 3 mois, on fabrique à la demande, ou on en fabrique aussi pour nous-mêmes, des versions presque toutes les nuits, ou au pire toutes les semaines. Et il y a un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent pour jouer au quotidien ces versions. On va faire en sorte qu'elles soient très stables. Alors on appelle ça des bêtas. On va probablement changer le nom, mais ça s'appelle des bêtas. Et quand on a un bug, on ne va pas aller le corriger sur, par exemple, là on est en version 36 de Batocera, on ne va pas aller le corriger sur la 36. On va aller le corriger sur la 37 bêta, c'est-à-dire celle qui est en cours de construction pour la prochaine. Et on va pousser les utilisateurs à utiliser cette bêta. Sur Batocera, il y a énormément de gens qui n'utilisent pas les versions stables et qui utilisent la bêta. Alors pourquoi ils utilisent la bêta ? Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que une des raisons, c'est qu'on va essayer de mettre les nouvelles fonctionnalités, au moins à chaque version, une fonctionnalité particulièrement intéressante pour pousser les gens à aller sur cette bêta. L'autre raison, c'est que quand un utilisateur a une anomalie sur cette bêta qui le bloque, qui le gêne, on va tout faire
pour la corriger, parce qu'un de nos objectifs, c'est que les gens restent sur cette bêta. Donc si elle n'était pas stable, les gens ne resteraient pas dessus. Donc on va faire en sorte de corriger, et les gens vont pouvoir continuer à utiliser cette bêta. Si bien que le jour où on va sortir une version, quand on va sortir la version 37, on n'aura pas besoin de faire de tests. On a déjà des centaines d'utilisateurs qui utilisent tous les jours la version bêta. Alors on va faire quelques tests de l'image finale, mais en réalité ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une bêta. Pendant 15 jours, on ne va plus toucher à rien. Les gens vont continuer à l'utiliser. Si pendant 15 jours, on n'a pas de retour de choses particulièrement négatives, on pourra sortir sans avoir fait aucun test. Donc ce que dit monsieur Eric, monsieur Raymond, il dit que vaut mieux publier un logiciel imparfait, mais très régulier. Et quand je dis très régulier, c'est parfois tous les jours. Ça arrive très régulièrement qu'un utilisateur, il a un bug. Généralement, il a un bug parce que c'est un truc que quelqu'un de chez nous a touché il y a moins d'une semaine, où on a fait une évolution. Il ne l'avait pas la semaine d'avant. Le mec, il utilisait la bêta la semaine d'avant, il n'avait pas de souci. Tac, il met à jour sa bêta. Et il a le bug. Donc du coup, le mec qui a travaillé sur le sujet, lui c'est chaud pour lui, il se souvient encore exactement de ce qu'il a fait. Il va être capable de corriger parfois dans la demi-heure, et on va proposer une image, encore une fois, peut-être une demi-heure après. Ça arrive parfois qu'il y ait des gens, ils ont un bug, une demi-heure après ils ont la correction, et ils mettent à jour la bêta, et ils n'ont plus le bug. Et ça motive tout le monde en fait. Ça motive aussi bien les développeurs, parce qu'on va améliorer comme ça par petits bouts le logiciel. Et ça motive aussi les utilisateurs, puisque finalement, la version bêta, ils vont pouvoir avoir des corrections qu'ils n'auraient pas sur la stable. Si j'ai un bug sur ma 36, parce que je viens d'installer la 36, que je n'avais pas essayé les bêtas, etc., si j'ai un bug par rapport à mon matériel, ma seule possibilité de le corriger, alors soit c'est d'avoir un workaround, soit c'est de passer en 37. Et si je passe en 37, donc bêta, je vais pouvoir demander un correctif, et du coup, je vais rester sur cette bêta. Alors, de quoi parle-t-on? J'ai beaucoup parlé, et puis j'ai pas trop avancé dans les slides. Donc, on parle, alors ce qu'on appelle, ce que j'ai depuis tout à l'heure, en fait, de quoi je parle de priorisation opportuniste. Donc, c'est ce que je disais par rapport à ce qu'on appelle le cycle en V, c'est-à-dire le versionning tous les ans, par exemple. Surtout un versionning où personne d'autre a le droit de tester, en fait. Seuls les développeurs ont le droit de tester, donc autant dire qu'ils vont tester 10, 15 configurations. Quand on a une centaine ou plus de développeurs, d'utilisateurs qui testent les versions de nuit, et forcément, on va pouvoir mieux tester, avoir plus de retours, avoir une meilleure visibilité en fait. Je donne un exemple. Quand on a fait la version Raspberry 4, donc on a passé 2 soirées avec Demetris pour corriger les derniers soucis. On a sorti l'image. Moi, j'ai juste regardé que ça démarre, en fait. J'ai même pas passé de temps dessus. Et le lendemain, il y avait déjà des centaines d'utilisateurs qui avaient testé, puisque tout le monde attendait ça pour le Raspberry 4. Et finalement, mes correctifs, je les ai fait comment? Je les ai fait à travers une vidéo YouTube. Il y a des mecs qui avaient fait des vidéos YouTube en disant il y a ça qui marche, il y a ça qui marche pas. Voilà. Et même, par exemple, je sais que la Dreamcast, c'était assez... Tout le monde était un peu assez étonné qu'elle marche bien. Moi, au moment où je l'ai fait, je savais même pas qu'elle marchait en fait. Je l'ai appris par la vidéo YouTube d'un utilisateur, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien sur l'émulateur Dreamcast. Ce qui m'a permis directement, sans perdre de temps à tester, de me concentrer sur ce que je sais faire le mieux, à savoir faire les corrections ou les évolutions, quoi. Donc voilà, ce mécanisme, en fait, toute cette mécanique permet de partager finalement le temps de travail et de permettre à beaucoup plus de gens de contribuer. Encore une fois, contribuer, c'est juste utiliser le logiciel en version bêta. Ça peut suffire, évidemment, de venir sur le Discord s'il y a un souci pour nous le dire. Voilà. On parle aussi beaucoup, alors pour ceux qui sont dans l'informatique ou qui font de l'informatique sur leur projet professionnel, donc d'agilité, de sprint, ces choses-là. C'est encore un petit peu différent, le bazar, puisque dans le sprint, il y a vraiment la notion quand même. Alors c'est souvent plus sur un mois, donc on s'approche plus du bazar, mais il y a quand même, une planification. On est quand même beaucoup plus proche d'un besoin client, donc forcément, il y a quand même des agendas à tenir et des choses comme ça. Sur Batocera, moi c'est possible que j'ai 2 heures à consacrer sur le projet, je me dis tiens je vais faire ça,
pof, il y a un mec qui me parle et qui me dit j'ai tel souci, ben moi je lâche tout et si son souci, j'estime que ça va profiter à un certain nombre de personnes ou que c'est intéressant à corriger sur du long terme ou pour différentes raisons ou juste parce que le mec ça me fait plaisir de lui corriger parce que j'ai des bonnes raisons, et ben, je vais prioriser en fait voilà, ce qui est immédiat. Alors, motivation, opportunité. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Rapporte-moi un bug, je ferai de toi un contributeur. Donc à chaque fois que quelqu'un va me parler d'un bug, je vais lui faire tester la bêta. Je vais essayer de le faire switcher en fait sur la bêta. Et il va devenir en fait un contributeur. Il va tester et du coup, s'il a des soucis, d'autres soucis, moi je vais l'inviter à revenir vers moi. Et voilà. Et du coup, tout à chacun peut devenir un contributeur en fait, avec un moindre effort. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des gens qui font exprès de faire certains tests, soit sur des périphériques particuliers ou sur des émulateurs. Il y a également des fois où on ne saura pas corriger des bugs. Quand c'est un bug purement lié à un matériel et que soit on n'a pas les capacités, on ne sait pas tout développer. Et en plus, quand on n'a pas le matériel, parfois c'est plus difficile. Si c'est un bug émulateur, etc., on ne fera pas toujours ce qu'on veut. Partager, curiosité. Donc ça c'est sur le projet. Donc c'est le fait finalement, alors partager l'information, j'entends. Donc à travers le Discord, à travers le wiki, on va essayer d'échanger les informations pour que tout un chacun puisse contribuer. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui essayent de me parler directement. J'ai un problème et ils essayent de me parler en one-to-one sur le Discord en message privé. Donc ça j'évite, moi j'essaye de répondre autant que possible sur les conversations publiques, parce qu'il y a des gens qui les lisent et qui sauront soit comment je procède pour corriger le problème, ou soit si à un autre moment je ne suis pas là et eux ils disent tiens la dernière fois il avait fait comme ça, il faut faire comme ça, ou il faut fournir telle information. Et ben les mecs, en fait tout le monde progresse en fait. Et du coup, si vous allez sur le Discord, vous verrez, il y a énormément de gens qui sont capables d'aider maintenant. Et enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. Et en plus, chacun apporte sa pierre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui sait tout faire, en fait. Moi, je vais dire, tiens, sur tel sujet, il faut faire comme ça. Et puis, il y a un autre mec qui va dire, ouais, mais attends, je vous entends discuter, mais en fait, peut-être que s'il faisait ça aussi, ou peut-être que s'il faisait comme ça, vous pourriez aller plus loin, ou peut-être que ça serait intéressant d'ajouter telle fonctionnalité, du coup, voilà. Et ça permet de brainstormer à plusieurs. Donc les rôles des bêtas, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la killer fonctionnalité par version, alors c'est pas forcément un must-have, mais c'est ce qu'on essaye un petit peu d'avoir. Donc typiquement, il y a eu des phases, que ce soit sur les guns, ça peut être des trucs assez mineurs. Typiquement, là, sur la PlayStation 2, on a fait le support des guns en multijoueur. Ça existe nulle part ailleurs. Et désormais, c'est supporté. Alors, ça n'intéresse pas tout le monde, mais peu importe. C'est une fonctionnalité qu'il y en a plein qui vont vouloir tester, qui sont passés sur la bêta depuis qu'on a fait ça. Et puis on va pas proposer que ça, en fait. On va proposer d'autres choses et les gens vont vouloir passer dessus, en fait. Donc ce que je disais tout à l'heure, des corrections rapidement proposées. Donc ça c'est vraiment important. Le but c'est que les gens restent sur les bêtas. Alors juste pour vous dire comment ça se passe, quand on sort une version, il y a quand même des phases de développement, on va dire, un peu dangereuses. On va mettre à jour des briques techniques qui peuvent casser pas mal de choses. On va les faire généralement, maximum, dans le mois qui suit une version. Donc quand c'est comme ça, soit on ne met pas à jour la bêta et on le fait encore dans une autre branche qu'on appelle unstable. Mais l'idée, c'est que pendant cette phase-là, on va prendre des risques, on va éviter que les gens passent trop sur la bêta. En fait, on va faire nos migrations techniques, des choses nécessaires, et potentiellement casser des choses. Et on va essayer de revenir très rapidement dans un état stable, pendant lequel on va rajouter des fonctionnalités, peaufiner, etc. Mais dans lequel on va essayer d'avoir à nouveau un maximum de personnes. À un moment donné, donc, on va freezer, c'est-à-dire qu'on va arrêter de rajouter des nouvelles fonctionnalités, on va se concentrer uniquement sur des corrections de bugs. Et enfin, tout à la fin, donc généralement le dernier mois maximum, voire les derniers 15 jours, on va faire ce qu'on appelle des release candidates, c'est-à-dire qu'on fabrique une bêta. Si personne ne rapporte de bug pendant 15 jours, en fait, ça sera la version finale. Ce qui fait qu'il y a des gens en fait, qui utilisent les versions finales avant qu'elles soient sorties.
Mais on ne sait pas encore que c'est la version finale, tant qu'on ne l'a pas sortie. Tout ce que je vous raconte là, c'est défini donc dans la cathédrale et le bazar. Par contre, il a fallu le mettre en place sur Bateau Serra. Et comment on a fait en fait les premières transformations que j'ai faites du coup sur Bateau Serra, ce qui a été d'ailleurs le déclencheur hein, de la création de Bateau Serra sur Recalbox, c'était pas souhaité initialement, en tout cas pas à ce rythme. Le but c'était de permettre aux gens de switcher facilement sur les bêtas, donc de se mettre dans ce mode et surtout de pouvoir faire techniquement les upgrades facilement. Bateau Serra, c'est 2 fichiers. Quand vous mettez à jour Bateau Serra, donc c'est 2 fichiers, un qui s'appelle Bateau Serra et l'autre qui s'appelle Linux, d'où le nom Bateau Serra Linux. Quand vous voulez passer, vous êtes en 36, vous voulez passer sur la bêta, ça va mettre à jour ces 2 fichiers, ça se fait depuis l'interface graphique. Vous avez un souci sur la bêta, ça vous plaît pas, il y a un bug et les développeurs ils n'arrivent pas à le corriger, vous pouvez repasser sur la 36. Et si vraiment en plus on a fait une grosse bêtise et que ça démarre plus ou n'importe, on peut même le faire manuellement en copiant un fichier en fait. Donc la première idée maîtresse quand on a fait Bateau Serra, c'était de pouvoir faire ce switch facilement. Après il y a eu des ajouts qui ont été faits pour pouvoir laisser un maximum de personnes contribuer. Donc par exemple, alors tout ce qui est traduction, thème, hors du code, ça c'est du classique on va dire sur les logiciels. Par contre, tout ce qui est options de jeu, typiquement, c'était un de mes souhaits forts. Au début, c'était codé en C, quoi. Autant dire qu'il n'y a pas grand monde qui allait rajouter une option. Tiens, sur PlayStation 2, on veut une option pour activer telle option. Ça, c'était un peu compliqué à faire au début, surtout que ça touche 2 parties du code, à chaque fois, l'interface graphique et puis config.gen, donc le configurateur. Donc ça... qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a créé un fichier, donc c'est un fichier YAML, qui sert à définir les options sans avoir à toucher au code. Alors, on a évidemment toujours un petit bout de config.gen à faire, hein, donc pour activer l'option, mais c'est genre 2 lignes de code. Aujourd'hui, on a plein de gens qui savent pas coder ou très peu, mais qui savent faire ça en fait. Et du coup, le fait d'avoir mis en place cette mécanique pour chaque émulateur pour pouvoir configurer, ajouter des options, là, c'est pareil, on a permis à un certain nombre de personnes qui n'auraient pas contribué au code de contribuer au code. Voilà. Et on va le faire à travers différentes façons. Je vous donne l'exemple également, par exemple, des pistolets. Donc Tovaric, qui est l'homme du match pour le coup sur les pistolets, il n'est pas codeur, mais en fait, il a appris avec les pistolets, mais même jusqu'à rentrer dans le code. Hein, il a été corrigé des lignes de code parce qu'en fait, il va voir ce que les gens font pour évoluer. Alors là, en l'occurrence, il travaille beaucoup avec moi. Il va voir quand je modifie des lignes de code, il va voir ce que ça fait. Il voit bien que derrière, il n'y a pas 15 millions de lignes, hein, que c'est juste quelques petites lignes. Donc il est capable du coup d'aller lire, voir ce que ça fait, de comprendre tout ça. Et encore une fois, il n'est pas développeur. Et pourtant, c'est par motivation qu'il va faire ça. Et on s'auto-motive entre nous, du coup, puisque lui fait avancer d'un sujet. Je vais faire également avancer d'autres sujets sur les pistolets, etc. Et c'est vrai sur un certain nombre de sujets du projet. Alors tout le monde n'a pas les mêmes thèmes. Voilà, il y a des gens qui adorent faire marcher sur un maximum de boards. Voilà, il y a différents thèmes. Au passage, les évolutions, comment on les suit? Donc si vous allez sur le GitHub de Bateau Serra, vous avez un fichier qui est le changelog. Ici, Bateau Serra changelog, qu'on met à jour régulièrement. Donc vous voyez, ça c'est pour la prochaine version, 37, qu'on n'a pas encore datée, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. On a encore 3 bugs en cours dessus. Et on met à jour régulièrement cette liste. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce qui a été fait depuis la 36, vous pouvez consulter cette liste-là. Donc vous avez pareil pour toutes les versions d'avant. Donc pour la 36, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Là, vous avez un niveau assez... user-friendly, on va dire. Si vous voulez vraiment le détail pour les développeurs, vous pouvez cliquer sur le bouton commit, là, et là, vous allez avoir chaque jour qu'est-ce qui a été fait. Donc, par exemple, ici, là, il y a Lionel, il a mis à jour la traduction française. Voilà. Donc là, ça apparaît, donc voilà, il a traduit utiliser les firmware settings, utiliser les paramètres du firmware, paf, paf, paf. Il a traduit, ce qui fait que il manquait des chaînes de caractères qui ont été rajoutées en 36, il les a traduites. Et puis on peut regarder, j'ai corrigé un bug ici,
Pourquoi? Parce que avec le nouveau noyau Linux, le contrôleur du Steam Deck a changé de nom. Donc du coup, j'ai dû le corriger, sinon il y a un script qui sert à faire un pistolet virtuel qui ne marchait plus. Bon bref, voilà. Et vous pouvez avoir toutes les corrections de tous les utilisateurs ici. Tous les développeurs, pardon. Hop. Alors, retournons sur le slide, pardon. Voilà. Voilà. Alors, dans le livre, La cathédrale et le bazar, que je vous invite à lire, il y a 19 règles qui sont énoncées, on va en parler assez brièvement, mais 19 règles d'or, vraiment, moi je trouve à respecter, qui font partie vraiment des règles que j'utilise aujourd'hui au quotidien, quand je travaille sur un projet informatique. Donc 19 règles, ça fait pratiquement une règle par page en fait. Dans le livre, il explique son travail sur un projet, un truc sur des mails, peu importe, et à chaque fois en fait il explique comment il a avancé dans le projet et la règle qu'il en a déduite. Alors, à ces règles, j'en ai rajouté deux, dont on va parler. Je suis pas sûr que j'en parle. Alors, je vais en dire juste quelques mots. C'est des règles qui me semblent assez importantes. C'est pas moi qui les ai inventées, que j'ai trouvées sur Internet avec le temps. Keep it simple. Donc, keep it simple, ça veut dire essayer de garder les choses simples. Sur Batocera, le but, c'est quand même d'assurer une certaine maintenance, donc de pouvoir faire évoluer le logiciel. On n'essaye pas de faire des choses compliquées en fait. Si ça dépasse quelques lignes de code, une fonctionnalité, souvent ça va être dur à maintenir derrière. Nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment d'intégrer du logiciel, des émulateurs, faire un petit peu de configuration. Et voilà, il faut que les choses restent simples. Alors ça veut à la fois tout dire et pas dire grand chose. Mais en tout cas, c'est un argument qu'on peut sortir des fois quand quelqu'un essaye de faire quelque chose de compliqué. On dit non, nous, on veut vraiment que ça reste simple. Et là, ça va être trop compliqué ce que tu proposes. Dans le même ordre d'idée, on a worst is better. Moins bien, c'est mieux. C'est le fait de vouloir à tout prix rajouter une fonctionnalité. Il y a des gens, ils veulent à tout prix rajouter une fonctionnalité. Typiquement, il y a le double écran là. C'est sur la 3DS qu'il y a le double écran. Alors, moi, je veux bien qu'on le fasse à un moment donné, mais aujourd'hui, la façon dont c'est proposé de le faire, en fait, ça oblige à faire des choses qui sont immaintenables et qui vont tout rendre plus compliqué, en fait. Et du coup, dans l'idée, pour l'instant, c'est de dire, non, moins bien, c'est-à-dire sans cette fonctionnalité, pour l'instant, ça sera mieux et ce sera plus simple et on pourra avancer, quoi. Et à un moment donné, on va trouver les déclics qui fait qu'on va pouvoir rajouter la fonctionnalité, on va le faire. Donc, j'ai regroupé les règles. Et donc, il y a des règles autour de la motivation. Première règle, c'est pour travailler sur un sujet, il faut d'abord que ça me gratte la tête. En fait, c'est vraiment... faut quelque chose qui me motive à le faire. Alors, c'est beaucoup plus facile dans le logiciel libre, évidemment. Au travail, tous les jours, ça peut être plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, moi, s'il y a un sujet qui ne m'intéresse pas, souvent, je ne vais pas le faire. Alors après... Qu'est-ce qui va m'intéresser, qu'est-ce qui ne va pas m'intéresser. Moi, personnellement, débloquer les problèmes des gens, leur permettre d'avancer, en fait, rien que ça me motive, en fait. Si à l'inverse, il y a un gars qui se pointe sur le Discord et qui dit « Ouais, vous avez fait de la merde, ça marche pas », bon, mais j'ai envie de lui dire « Tant pis pour toi, ça marche pas, c'est un bug. » Voilà, mais j'irai pas plus loin, quoi. Il y a vraiment aussi un travail humain derrière, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Moi c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants, c'est si tu veux qu'on soit gentil avec toi, il faut que tu sois gentil avec les autres, quoi. C'est un des exemples de la motivation. Il y a aussi typiquement par exemple les pistolets, encore une fois. Moi je voulais vraiment que ça marche, les pistolets, parce que quand j'ai des souvenirs de quand j'étais petit, donc ça m'a motivé, voilà, rien que la fonctionnalité en elle-même me motivait, quoi. Mais encore une fois, il n'y a pas que les aspects techniques. À l'inverse, quand on est plus motivé, c'est peut-être que c'est le moment de trouver un successeur. Donc pour l'instant, je reste sur Batocera, je suis motivé. Un jour, je serai plus motivé, mais c'est pas grave. Là, tel qu'on a une communauté avec le nombre de contributeurs, je sais que j'ai déjà trouvé des successeurs. Donc le jour où ça m'intéressera plus, je pourrai quitter le projet plutôt que de devenir négatif par rapport au projet, en fait. Le but, c'est de faire progresser le projet. Voilà, règle 18 qui s'en rapproche. C'est dans le même ordre d'idée. D'abord de trouver des problèmes qui m'intéressent. Alors faut lire le bouquin.
Ça se rapproche beaucoup du premier si on le lit juste comme ça. J'ai plus en tête exactement ce qu'il disait dans cette partie du livre. Alors, j'ai fait un autre groupe qui s'appelle la culture Unix. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, culture Unix, c'est tout ce qui est autour de Linux, du logiciel libre, etc. Mais l'idée, en fait, c'est ce qui se cache derrière les lignes de commande, c'est d'écrire des petits bouts de code qui sont autonomes et tout petits, en fait. Par contre, d'en avoir plein. En gros, de fabriquer des Lego, développer du logiciel comme des Lego. Et voilà, c'est un peu comme ça que je mettrais la culture Unix. Voilà, il y a des commandes qui font qu'une seule chose et qui le font bien. Voilà. À l'inverse, vous avez Windows, qui est typiquement un gros bout de programme qui fait tout et qui le fait mal. Vous avez des lignes de commande aussi sous Windows, donc en PowerShell pour ceux qui font ça, voilà, où chaque commande essaye de tout faire et bon, on voit bien que ça marche pas très bien, quoi. Enfin, pour ceux qui en ont déjà fait, moi j'ai déjà travaillé dessus. C'est pas du tout la culture Unix derrière. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire marcher les choses. Donc une des règles, good programmers know what to write, great one know what to rewrite. Donc ça, c'est une des règles, c'est de ne pas essayer de réinventer la roue à chaque fois. Et typiquement dans Batocera, on a pu s'appuyer assez souvent sur des logiciels, pour les pistolets par exemple, EVSIV. Donc c'est souvent des lignes de commande qui vont réaliser une tâche très précise. Voilà, on va vouloir les réutiliser. Tout ce qui est aussi finalement les overlays pour tout ce qui est non rétroarch, pour les pistolets, les bordures, on a utilisé un logiciel qui s'appelle MongoHUD. On n'a pas essayé de le réinventer, hein. On a trouvé ça, on l'a modifié pour que ça nous corresponde. Et ça fait qu'on est beaucoup plus efficace. Et en plus, finalement, il y a un projet derrière qui travaille, l'équipe de MongoHUD, et qui fait avancer le projet. Et du coup, ça profite à Batocera en fait. Alors que si on avait réinventé la roue nous-mêmes, il faudrait en plus maintenir le code en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir le moins de code possible en fait, et de s'appuyer sur des briques existantes, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est pareil, c'est la culture Unix. C'est qu'un outil, quand il commence à faire des choses pour lesquelles il n'était pas prévu, c'est que vraiment ça commence à être bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un outil, on a plutôt fait un couteau que un truc hyper spécialisé qui répondra qu'à un seul besoin. Et donc voilà, sur du long terme, généralement, c'est plutôt pas mal. Attends, mais je l'ai mis là, le Keep It Simple que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est dans la même idée. Worst is better, j'en ai parlé. La remise en cause, c'est de savoir jeter ce qui ne va pas. À l'inverse, il ne faut pas s'entêter. Des fois, on s'entête dans un mauvais choix. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on va faire en début de version. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le premier mois, on va éventuellement casser des choses. Tant pis. On va casser des choses et temporairement, le temps qu'on corrige les impacts, et ça marche un peu moins bien. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une vision long terme en fait, dégager tout ce qui fonctionne pas bien. Voilà. L'attitude, donc l'attitude, ce que je raconte sur l'attitude, c'est bon, pas grand chose à dire sur l'attitude parce que je sais plus exactement ce qu'il disait dans le livre à ce moment-là, mais bon, d'une manière générale, si tu es positif, le positif attire le positif, quoi. Ah, petit souci. Voilà, des yeux et des têtes, donc ça c'est probablement l'une des choses les plus importantes. C'est que si on est juste quelques développeurs autour de Batocera, on n'arrivera jamais à faire un truc stable qui marche bien. Il faut vraiment avoir plein de gens autour du projet, et donc notamment là on compte beaucoup sur les utilisateurs qui vont utiliser les bêtas. Donc l'une des règles, traiter ces utilisateurs comme des co-développeurs, donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est eux qui vont nous montrer où c'est qu'il y a des soucis, parce qu'on n'arrivera pas à tous les trouver tout seul, voire ils vont nous conforter dans l'idée que ça marche quand ça marche, ou à l'inverse, ils vont nous dire ce qui marche pas et nous dire de laisser tomber des choses. Voilà, donc toujours pareil, l'idée de dire que s'il y a assez de gens, quelqu'un va rapidement trouver une solution. Faut pas que tout repose sur une seule tête. Voilà, donc de traiter les utilisateurs comme une ressource extrêmement
avec beaucoup de valeur ajoutée en fait, hein. En fait, ça, les gens, souvent, ils se rendent pas bien compte, mais quand ils travaillent enfin, quand ils utilisent la bêta et qu'ils nous rapportent un bug, en fait, c'est moi qui leur dis merci. Ils vont souvent nous dire merci d'avoir corrigé, mais je dis c'est dans les deux sens. Et souvent, quand je corrige, je le dis, je dis mais c'est pas pour toi en fait que je le fais, quoi. C'est pour le logiciel et pour l'émulation en général. Alors, évidemment que je le fais pour la personne, donc c'est ce qu'elle voit directement, mais en réalité, il y a beaucoup plus de personnes qui vont en profiter, quoi. Donc pareil pour les idées, on parle beaucoup des bugs, mais en fait c'est vrai pour les idées. Voilà, les idées dans Batocera, c'est pas juste quelques utilisateurs qui les ont eues, quelques développeurs notamment. Voilà, on me remercie souvent pour des choses que je n'ai ni inventées, et voilà. Euh, une règle assez générale, hein, c'est que des fois, soit pour développer quelque chose, pour corriger, etc., sur 100% du temps, un développeur, il est utile, on va dire que 5%. Avoir les idées, réfléchir aux idées, tester, etc., en fait, c'est ce qui consomme le plus de temps. Par contre, c'est sûr, les développeurs, il n'y en a pas énormément sur le projet. Mais par contre, s'ils ont besoin de faire plus que 5% des tâches, en fait, on va beaucoup plus loin. Bon, ça, c'était une règle il y a 25 ans qui avait plus de sens, là, où ils mettaient en avant Internet, hein, en disant qu'avec Internet, évidemment, on peut aller plus loin, trouver plus de personnes. Celle-là est très connue. Donc, c'est la phrase du bouquin qui est très connue. Release early, release often, hein. Mettre à disponibilité le plus tôt possible et le plus souvent possible. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les bêtas et également à travers les stables tous les 3 mois. Encore une fois, hein, le but, c'est de ne pas avoir à revenir un an après sur un sujet. Alors, ça peut arriver, mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient testé, rarement on revient sur un sujet qui a lieu un an après ou 2 ans après quand la personne qui a écrit le code n'est plus là ou ne se souvient plus de ce qu'elle a fait ou que ça n'a plus de sens en fait. C'est vraiment travailler le fer tant qu'il est chaud, quoi. Battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà, après il y a d'autres règles qui sont plus orientées informatiques, donc je ne vais pas forcément parler parce que ça ne se rend pas trop dans le code de Batocera. Voilà, à travers cette vidéo, donc j'espère que je vous ai bien fait sentir l'esprit derrière Batocera, c'est cette notion de bêta et de bazar, hein, ce qui s'appelle le bazar encore une fois, mais qui n'est pas du tout négatif, qui au contraire crée une dynamique sur le projet. Et voilà, j'avais envie de partager en fait, voilà, à travers cette vidéo, alors c'est moins sympa que quand je vous montre une nouvelle fonctionnalité, mais pour moi c'est au moins tout aussi important sur le projet.